cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo et l'Allemagne font le point de leur partenariat par visioconférence. Le bilan des projets financés par la coopération allemande a été dressé pour de nouvelles perspectives. Le partenariat public-privé togolais pour une meilleure économie était également à l'ordre du jour d'une réunion ce mercredi. Les différentes parties ont une fois de plus revu leur copie pour mieux traduire dans les faits ce partenariat. Et puis la coordination nationale de la riposte contre la Covid-19 était une fois encore face à la presse ce jour. La situation sanitaire liée à la Covid est satisfaisante sur le plan national, mais la prévention reste de rigueur, surtout face à un nouveau variant découvert en Israël. Les détails à suivre dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Conseil des ministres mercredi au palais présidentiel. En présence du chef de l'État, le Conseil a examiné 2 avant-projets de loi, 2 projets de décret et écouté plusieurs communications. Le compte-rendu de ce conseil avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewou-Adam. Communiqué du Conseil des ministres du 16 mars 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 16 mars 2022, sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné 2 avant-projets de loi, 2 projets de décret et écouté 2 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi modifiant la loi numéro 2020-009 du 10 septembre 2020 relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo. La présente loi de modification a notamment pour objet de renforcer le cadre de l'utilisation du numéro d'identification unique, NIU, et de favoriser la mise en œuvre du registre social des personnes et des ménages. Elle réorganise également les missions de l'Agence nationale de l'identification ANID dans le but de lui permettre d'enregistrer les données nécessaires pour la gestion de la base de données du registre social des personnes et des ménages et de participer à la mise en œuvre des programmes venant renforcer la résilience et l'inclusion des populations. Le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi modifiant la loi numéro 2018-026 du 7 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. L'objet de cette loi de modification est de clarifier les compétences de l'Agence nationale de la cybersécurité, ANSSI, en ce qui concerne la qualification des outils et acteurs de la cybersécurité. Cette loi vient préciser le rôle de l'ANSSI dans un contexte d'évolution de la menace en matière de cybersécurité. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant approbation du plan national d'attribution des bandes de fréquences radioélectriques, PNAF. Le présent projet de décret a pour objet l'approbation du nouveau plan national d'attribution des bandes de fréquences en République togolaise afin de tenir compte des recommandations de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2019, CMR 19, qui porte notamment sur les communications électroniques et le développement des réseaux mobiles de 5e génération 5G. Le Conseil a ensuite examiné et adopté le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de la finance inclusive
FNFI. Le présent décret fixe les attributions et détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement du Fonds national de la finance inclusive. Son adoption permettra au FNFI, à travers ses attributions redéfinies et étendues, de favoriser l'accès d'un plus grand nombre aux services financiers et contribuer notamment à l'atteinte des objectifs de l'axe 1 de la vision 2025 dédiée au renforcement de l'inclusion et l'harmonie sociale et la consolidation de la paix. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication relative à la politique forestière du Togo présentée par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. La présente communication a pour objet de présenter la politique forestière du Togo qui permettra à notre pays de disposer d'un outil de planification forestière à la hauteur des ambitions du pays en matière de conservation et d'extension du couvert forestier national. Le Conseil a enfin écouté une communication sur la situation actuelle de la pandémie à la Covid-19 présentée par le coordonnateur de la Coordination nationale de gestion de la riposte à la Covid-19. Cette communication a permis de sensibiliser sur l'évolution de la pandémie et la campagne de vaccination. Le Conseil a saisi cette opportunité pour féliciter l'ensemble des acteurs et la population et a réitéré son appel au respect strict des mesures barrières et à une adhésion à la campagne de vaccination en cours, seul moyen d'éviter une résurgence des contaminations. Fait à Lomé le 16 mars 2022, le Conseil des ministres. Et le Conseil a examiné un projet de décret, vous l'avez entendu, portant attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de la finance inclusive FNFI. Quelles sont les raisons qui motivent ce projet de décret? Voici un extrait de la réponse du ministre de la Communication lors de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres. Alors, le FNFI, c'est depuis 2013. On a un décret qui a créé le FNFI et le FNFI fonctionnait sur la base de ce décret-là depuis 2013. Les résultats qui ont été obtenus grâce au FNFI sont plutôt éloquents. Dans une communication précédente, nous avions donné des chiffres assez précis qui nous positionnaient en deuxième position justement dans la sous-région en matière d'accès au financement inclusif. Donc, il existait une base. Mais vous le savez, les performances qui ont été obtenues par le FNFI imposaient justement à notre pays de chercher des points d'amélioration. Parce qu'il fallait ne pas s'arrêter à un plafond de verre, mais continuer à s'adapter au marché, à l'évolution des demandes et aussi aux exigences de la feuille de route qui a à son cœur l'inclusion financière. Donc cela a nécessité une relecture du décret de 2013 afin de redéfinir le champ d'action du fonds, d'apporter des éléments nouveaux pour atteindre un peu plus de performance. Donc au fond, ici, c'est une véritable volonté d'aller plus loin dans l'atteinte des objectifs de la feuille de route qui a imposé une relecture du décret de 2013. Et vous suivez donc l'intégralité de cette conférence de presse à la fin de cette édition. Le Togo est engagé à accélérer sa croissance économique en dépit de la crise liée à la Covid-19. Et c'est avec le concours du secteur privé. Cet après-midi encore, le comité technique du cadre de concertation État-secteur privé était en réunion. Une rencontre pour échanger et renforcer leurs relations pour le bien des populations. Voyons cela avec Marie-Ange Bida. État, secteur privé, un partenariat renforcé. Illustration faite avec ce cadre de concertation. Un creuset de discussion et de dialogue important pour l'économie togolaise. Le Togo est engagé sur une dynamique de croissance, de réforme sectorielle et structurelle. Et l'ambition des plus hautes autorités du Togo, c'est de faire en sorte que cette croissance soit encore plus puissante, qu'elle soit plus vigoureuse, qu'elle soit plus inclusive,
qu'elle soit plus productive, créatrice d'emplois. Le gouvernement compte sur le secteur privé pour accélérer la croissance économique. La loi relative au marché public et la loi sur le partenariat public-privé en disent long. La vision du président de la République, son Excellence M. Faure Choguina Gnassingbé, en mettant en place un cadre de concertation entre l'État et le secteur privé, est d'enraciner la culture du dialogue dans nos sociétés et plus particulièrement entre les pouvoirs publics et le monde des affaires. Le Togo a réalisé des performances remarquables ces dernières années. D'ores et déjà, je peux vous assurer que le gouvernement reste à l'écoute du secteur privé, moteur de la croissance, et est disposé à examiner toutes ces préoccupations ou propositions, car c'est ensemble que nous devons gagner la bataille contre la pandémie et pour l'émergence du Togo, notre cher pays. En 2022, c'est la toute première réunion du comité technique du cadre de concertation État-secteur privé. Les voyants sont donc au vert pour un secteur privé performant, levier de la croissance économique du Togo. Nouveau rendez-vous pour la coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19. Le coordonnateur national a fait le point de la situation épidémiologique de la semaine aux journalistes, une situation qui reste satisfaisante. Il a toutefois tiré la sonnette d'alarme sur le risque de reprise de contamination dans le pays face à une alerte d'un nouveau variant détecté en Israël. Le compte rendu avec Victoire Kaliwa Issa Karuna avec la voix de Ramdan Bassida. La contamination à la Covid-19 en nette régression au Togo. 0 décès depuis 3 semaines, aucun cas positif en hospitalisation, seulement 31 cas positifs enregistrés au cours de cette semaine. Des chiffres qui témoignent des efforts collectifs réalisés dans la lutte. Tous ces résultats sont dus bien sûr au respect des mesures prescrites par le gouvernement, parmi lesquelles les mesures restrictives et les mesures barrières, mais aussi surtout la vaccination qui est en train de progresser et qui a permis de diminuer à la fois les contaminations, mais aussi diminuer les cas graves. Ceux qui ont reçu une seule dose représentent autour de 38% de la population cible et ceux qui ont entre 12 ans et 17 ans représentent 6,7%. Pour ceux qui ont eu les 2 doses, ils représentent autour de 28% de la population cible et contre 0,25% pour 12 et 17 ans. Conséquence, les Togolais vivent depuis quelques semaines un allègement des restrictions. Mais attention, alerte la coordination. Les boîtes de nuit ne sont pas encore ouvertes. Les bars dancing aussi ne sont pas ouverts. Ces boîtes de nuit et ces bars dancing sont toujours fermés pour l'instant. Et nous rappelons aussi que les voyageurs sont invités à redoubler de vigilance, même si ici et là, les mesures sont allégées, voire supprimées. Nous poursuivons notre stratégie de retour progressif à la normale. Alors qu'un nouveau variant apparaît en Israël, la coordination appelle la population à toujours se faire vacciner. Seule la mobilisation permettra d'atteindre l'immunité collective qui va conduire à la reprise totale et normale des activités dans le pays. Et à ce jour du mercredi 16 mars 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 36 870. Un seul cas enregistré depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 542. Le nombre de cas actifs est de 56 et le nombre de décès est de 272. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa.
Et santé, toujours un centre de simulation en chirurgie endoscopique et assistant médical à la procréation, désormais disponible pour les étudiants en médecine et praticiens de la santé. C'est à la clinique Biassa, à Lomé. De la théorie, ces praticiens passeront à la pratique, non plus sur l'humain, mais sur des simulateurs. Voyons cela avec Ulrich Amega. Derrière cette porte qui s'ouvre, tout un dispositif de pointe. Des simulateurs de réalité virtuelle destinés à la formation médicale. De la pratique sur la cohélioscopie, la réalisation des échographies obstétricales par les médecins et sages-femmes. Dans cet espace, il sera désormais possible aux praticiens de la santé de s'initier à de nouvelles techniques obstétricales et chirurgicales grâce à la société Virtamed. Notre appareil va permettre l'enseignement de la chirurgie cœlioscopique, de la chirurgie urologique, traumatologique avec la chirurgie arthroscopique et également gynécologique sur l'hystéroscopie par exemple, sur la pose de DU, sur l'échographie aussi en transvaginale et en transabdominale. C'est l'aboutissement d'un projet qui a démarré en 2017. Un projet porté par la clinique Biassa. Quand on apprend une technique, il ne faut jamais l'appliquer la première fois sur l'humain. Il faut l'appliquer sur un simulateur, l'apprendre, maîtriser toutes les difficultés sur un simulateur, connaître toutes les complications, savoir les réparer. Et ainsi, lorsque vous entrez dans un bloc opératoire, bien entendu sous la supervision d'un senior, vous allez mieux les faire. Et le praticien verra qu'il fera davantage de progrès, il fera des interventions beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes, et ça permettra aux patients d'être mieux soignés. La mise en place de cette technologie permettra une meilleure acquisition des connaissances techniques par les apprenants en médecine, une meilleure prise en charge des patients donc. En médecine, une chose est d'avoir suffisamment d'étudiants à former, mais il faut aussi leur donner un terrain où ils puissent s'exercer sur le plan pratique pour être compétents. Nos élèves sages-femmes vont désormais s'outiller, apprendre à faire l'échographie, ne serait-ce l'échographie pour savoir la position que le bébé a dans le ventre. L'échographie pour permettre à ces femmes de pouvoir poser les dispositifs intra-utérins si nécessaire. Et également, pour la faculté des sciences de la santé et les étudiants en chirurgie, c'est une aubaine parce qu'enfin, ils pourront s'exercer sur la première fois sur le mannequin qui retrace l'essentiel des sensations qu'on puisse avoir sur le vivant. Ce centre de transfert de compétences va former autant les médecins du privé que du public. Illustration de cette signature d'accord entre le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche et la clinique Biassa. Et puis en bref, hors de nos frontières, le conflit entre la Russie et l'Ukraine est à son 21e jour ce mercredi. Et avec lui, ce conflit donc, les conséquences immédiates et à venir. Mais au-delà de l'affrontement physique sur le terrain, plusieurs experts pointent du doigt la guerre numérique et demandent à tous les pays de se protéger contre d'éventuelles cyberattaques qui viendraient des deux pays en conflit. Et sur le continent africain, on veut parer donc à toute éventualité et pour prévenir donc toute cyberattaque, nous vous l'annoncions depuis hier, Lomé accueille la semaine prochaine un sommet sur la cybersécurité sur initiative du gouvernement. Et en prélude à ce sommet, nous avons initié depuis hier une série d'entretiens. Ce soir, l'aspect évoqué, la cybercriminalité. Que pensent les Togolais du phénomène, de la menace? Une de nos équipes de reportage a promené son micro sur le campus de Lomé. Écoutez. Ce que je sais de la cybercriminalité, c'est un délit qui est commis en utilisant les réseaux informatiques ou les réseaux Internet. Ça peut être la manipulation des données, la manipulation des informations dans les entreprises et les attaques. Ça peut être les attaques aussi, par les virus, ça peut être une cybercriminalité. J'ai été victime. Quelques soucis techniques donc sur ce micro-trottoir, les avis donc des étudiants sur le sujet de la cybercriminalité. Nous les écouterons après dans une autre édition. Et on en vient maintenant à la question avec l'invité du jour, spécialiste du sujet, la cybercriminalité justement. Et c'est avec Gerson Dovo sur l'autre plateau du 20h. Bonsoir Gerson.
Oui, bonsoir Alita. Le micro-trottoir vient d'en parler tout à l'heure. Et bien, notre entretien porte justement sur la cybercriminalité. Et pour cela, je reçois ce soir un spécialiste, le commissaire Nsouga Kofi Messier. Il est le chef de la cellule de la lutte contre la cybercriminalité liée au TIC. Bonsoir, mon commissaire. Bonsoir, Jackson. Alors, on a écouté le micro-trottoir tout à l'heure. Le Togolais lambda s'est prononcé sur le sujet, sur la question. Alors, je vous la repose de façon très scolaire. Qu'est-ce que c'est que la cybercriminalité? Merci Jackson. La cybercriminalité a été définie par la loi togolaise sur la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité. Selon cette loi, donc, la cybercriminalité, c'est l'ensemble des infractions s'effectuant à travers le cyberespace par des moyens autres que ceux mis en œuvre habituellement et de manière complémentaire à la criminalité classique. Autrement dit, plus simple? Plus simple, il s'agit de toutes les infractions dont Internet et l'éthique sont le vecteur. À ce titre, on a 3 grandes catégories d'infractions qu'on qualifie de cybercriminels. D'abord, on a les atteintes aux systèmes informatisés des institutions publiques comme privées. Ensuite, on a les infractions se rapportant au contenu qui visent à lutter contre la pédocriminalité, le racisme et aussi le négationnisme. Et enfin, c'est la dernière catégorie. Il s'agit de toutes les infractions de droit commun qui sont commises au moyen d'éthique. C'est-à-dire, plus concrètement? Plus concrètement, il peut s'agir des cas d'extorsion, des cas de chantage, des cas d'arnaque et d'escroquerie. Dites-nous, mon commissaire, quels sont aujourd'hui les faits, les actes de criminalité qui touchent directement la population togolaise? Les actes de cybercriminalité qui touchent massivement la population togolaise sont les infractions de droit commun qui sont commises au moyen d'éthique. À ce niveau-là, on note une prépondérance des arnaques. Il y en a eu de plusieurs sortes. Nous avons eu les arnaques au marché public, les arnaques à la restauration, les arnaques aux appels d'urgence et les arnaques aux produits, à la vente des produits tropicaux. Mais actuellement, ce que nous rencontrons, il s'agit des arnaques aux services publics tels que la TDE, la CET et même la DTRF. Comment agissent ces arnaqueurs? Ces arnaqueurs se font passer pour des agents de ces services publics. Ils contactent leur victime, qui est souvent un usager en quête d'une prestation. Ils contactent donc ces victimes et ils leur font croire qu'en leur apportant de l'argent, en leur versant de l'argent via T-Money ou Flows, leurs dossiers seront accélérés. Donc ces personnes-là, ces victimes-là, envoient de l'argent avant de se rendre compte plus tard qu'elles ont été arnaquées. Et est-ce que ce sont les seuls actes, les seuls faits de criminalité connus aujourd'hui au Togo? Malheureusement, non. Nous avons aussi les cas de sextorsion, qui sont en réalité les cas de chantage et d'extorsion à la nudité. C'est-à-dire des chantages en rapport avec des photos nues posées sur Internet. C'est cela même. Et c'est souvent le propre de la jeunesse actuellement. La majorité des victimes sont souvent des femmes. Il y a souvent 2 formes que nous rencontrons dans les cas de sextorsion. Le premier cas fait souvent suite à une rupture mal digérée par un des amoureux. Pris de colère ou de jalousie, cette personne en ce moment-là commence à menacer son ex de publier les photos que cette personne lui avait envoyées volontairement ou non. Le deuxième cas, qui est le plus sérieux, se rencontre souvent dans des escroqueries. Il s'agit de personnes qui usurpent l'identité de personnes de nationalité occidentale ou bien de personnes vivant en Europe ou aux États-Unis. Ils font croire à leurs victimes qu'ils ont rencontrées sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ils font croire donc à leurs victimes une relation amoureuse qui peut déboucher sur le mariage. Et les victimes, souvent confortées à l'idée de se marier, ont tendance à envoyer les vidéos et des photos de leur nudité. Une fois en possession de ces images-là, l'escroc révèle sa véritable identité et commence à les menacer de publier ces vidéos si elle ne lui envoie pas de l'argent. Alors, dans cette situation, que faut-il faire aujourd'hui pour se prémunir, pour se protéger justement contre ces actes de cybercriminalité? Le maître mot, c'est la prudence. Il faut que la population prenne conscience que le cyberespace présente naturellement de nombreux avantages, mais aussi il présente de nombreux risques. Il faut que nous comprenions que toutes les données que nous échangeons, publions et partageons sur les réseaux sociaux sont minutieusement stockées par les géants du net. Une photo, une image que vous publiez aujourd'hui
peut ressurgir des années plus tard et détruire votre vie. Donc il faut être extrêmement prudent dans la manipulation des smartphones, tablettes et autres ordinateurs. De plus, en ce qui concerne les arnaques, il faudrait que la population comprenne que tout ce qui est trop bon est forcément faux. Il est à éviter de se laisser tromper par tous ces délinquants qui vont vous faire croire que c'est de bonté de cœur, ils veulent vous faire gagner des millions. Ne croyez pas à ces mensonges. Si vous avez fait des dossiers, si vous avez fait des demandes, si vous avez fait des dépôts de dossiers quelque part et qu'on vous appelle vous réclamant de l'argent pour le suivi de ces dossiers, retournez vers ce service et renseignez-vous. Ne refusez jamais de retourner vous renseigner. Acceptez de perdre quelques minutes de votre temps pour éviter de perdre des centaines de milliers de francs, voire des millions que vous avez gagnés honnêtement. Et qu'en est-il maintenant des extorsions, c'est-à-dire des chantages aux photos nues sur Internet? La police nationale profite de l'occasion pour s'adresser à toutes les jeunes filles et à tous les jeunes hommes en leur recommandant d'être prudents dans les échanges de vidéos, photos et autres données à caractère personnel. Il est impératif d'éviter de publier des images ou des vidéos dont on pourrait avoir honte une fois qu'elles seront rendues publiques. Donc, pour prouver son affection à son copain ou à sa copine, il n'est pas nécessaire de lui envoyer des photos nues. Surtout que l'on sait qu'elles peuvent tomber en de mauvaises mains. Malheureusement, c'est des cas qui arrivent. Alors, lorsque quelqu'un est victime, justement, d'actes de cybercriminalité, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Quelle est la conduite à tenir? La conduite à tenir lorsqu'on est victime de cas de cybercriminalité, d'abord et avant toute chose, il faut garder son calme. Il y a eu plusieurs cas de personnes ayant été victimes de chantage qui ont abrégé leur jour par peur du scandale. Donc, il est recommandé à toutes les victimes de cybercriminalité, surtout ayant trait aux sextorsions, de garder leur calme. Ensuite, il faut systématiquement refuser de verser de l'argent au maître chanteur parce qu'il récidivera toujours. Et enfin, il faut se rendre à l'unité de police ou de gendarmerie la plus proche, où une prise en charge se fera par les enquêteurs. Ces derniers aideront la victime à rassembler le maximum d'éléments sur le cyberdélinquant afin de mener des investigations nécessaires. Mais je tiens encore à préciser que, comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Il est meilleur de faire en sorte que le mal n'advienne pas. Cela permet d'éviter bien de peines et de pertes d'argent. Mon commissaire, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes commissaire Nsougan Kofi Messi. Vous êtes le chef de la cellule de la lutte contre la criminalité liée au TIC. Merci beaucoup. Merci Anita Seratou pour ce soir. Merci Gerson, merci donc à l'invité pour tous ces conseils pratiques et toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet entretien, les aléas du direct. Nous retrouvons donc un autre expert demain, toujours en prélude à ce sommet sur la cybersécurité. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres ce mercredi. Moi, c'est Hugues Atipo de la radio Taxi FM. Alors, le Conseil des ministres a examiné et adopté l'avant-projet de loi portant modification de la loi relative à l'identification biométrique. Alors, ma question, depuis l'adoption de cette loi par l'Assemblée nationale, quelles ont été les avancées obtenues dans son application? Et le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres parle également de favoriser la mise en œuvre du registre fiscal. Alors je voudrais demander, est-ce que cette mise en œuvre, pourquoi elle a tardé à être mise en place et qu'est-ce qui a véritablement bloqué la mise en œuvre? Alors merci pour la question. Vous savez, en 2020, il a été voté à l'Assemblée nationale un texte qui est relatif à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo.
l'adoption de ce texte rentre dans une vision que vous retrouverez dans la feuille de route gouvernementale qui consistait notamment à partir d'un constat. Aujourd'hui, toutes les politiques publiques sont tournées ou orientées vers les Togolais, les habitants de notre pays. Or, ces politiques, parfois, peinent à atteindre leur cible parce qu'il n'est pas toujours aisé d'identifier précisément les personnes bénéficiaires des différentes politiques. Donc, le parti a été pris de procéder à une identification biométrique des Togolais, des personnes physiques au Togo. Et à ce propos, une loi a été adoptée. À la suite de l'adoption de la loi, il a été créé un bras opérationnel, n'est-ce pas, l'Agence nationale de l'identification, qui a pour mission d'organiser et de procéder à la collecte des informations qui contribueront à la mise en place de cet ensemble d'informations qui constitueront cette base de données biométriques des personnes physiques au Togo. Donc 2020, 2022, aujourd'hui nous sommes. Il n'y a pas eu de retard, puisque la NID a été opérationnalisée, la NID est bien en place, et aujourd'hui, si l'on veut toucher du doigt l'actualité de l'action de la NID, l'on peut dire que le système qui est prévu pour procéder à la collecte des données biométriques est complètement designé. Il est aujourd'hui en phase de test pour pouvoir développer des solutions logicielles, et les étapes, autrement dit, la partie technique est déjà réalisée. Il y a un pilote qui va être mis en œuvre très bientôt pour tester le processus grandeur nature afin de constater sa robustesse, et il y aura juste après une opérationnalisation de la collecte sur toute l'étendue du territoire. Donc en réalité, aujourd'hui, le gouvernement est parfaitement dans les délais, puisque 2 ans après l'adoption de la loi, on est déjà à la phase d'exécution. Et cette phase nous permettra d'aller vers cette collecte de ces éléments qui sont décisifs pour une perfection de l'action publique. Le Conseil des ministres a également examiné et adopté l'avant-projet de loi qui porte sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Alors, quel est le rôle de l'agence ANSSI qui a été mise en place? Et elle est compétente pour faire quoi concrètement? La loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité date de 2018. À sa suite, une agence nationale de cybersécurité a été mise en place. Et cette agence-là, en réalité, est d'abord une réponse à une situation particulière. On le sait, lorsqu'on parle de sécurité, l'acception immédiate que l'on peut avoir de la sécurité est une acception physique. Or, aujourd'hui, les menaces sécuritaires ont particulièrement évolué et elles sont nettement plus insidieuses sur le cyberespace. Donc, il était pertinent pour notre pays de se doter d'un outil qui nous permette de nous protéger contre de telles attaques. L'actualité regorge de ces attaques. Et à ce propos, l'ANSSI a été mise en place. Donc, l'ANSSI est une agence et l'ANSSI dispose d'un bras armé qu'on appelle Cyberdéfense Africa. Et Cyberdéfense Africa, par le biais d'une solution que nous appelons le CERT, permet de protéger nos infrastructures essentielles, notamment. Alors, vous m'interrogez sur le rôle de l'ANSSI. L'ANSSI est finalement une autorité nationale en matière de sécurité des infrastructures essentielles et des systèmes d'information publics notamment. Donc, à ce titre, cette agence va nous permettre de nous prémunir contre les attaques et de proposer de façon préventive des solutions pour que les uns et les autres puissent éviter de se retrouver exposés aux attaques informatiques ou aux attaques dans le cyberespace. Vous le savez, aujourd'hui, en raison d'une attaque, l'on peut paralyser un pays. Donc, il est nécessaire pour chaque État de se doter d'outils pour pouvoir résister face à ces différentes attaques qui peuvent survenir à n'importe quel moment, et l'ANSSI joue ce rôle-là. Il existe des solutions logicielles, il existe des prestataires qui peuvent intervenir en matière de sécurité, mais
avant que ces prestataires ne puissent intervenir dans notre pays, l'ANSSI doit par exemple vérifier leurs compétences, les agréer pour que ces prestataires puissent exercer leurs activités dans notre pays. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Jean-Legrand Polorini du journal Canal D. Le Conseil des ministres a procédé à l'examen du projet de décret portant approbation du plan national d'attribution de fréquences radioélectriques. Alors, monsieur le ministre, que doit-on comprendre par communication électronique et réseau mobile de 5e génération tel que mentionné dans le communiqué du Conseil? Et quel est l'enjeu pour le Togo à travers ce texte? Pour ce qui est des communications électroniques, je vais vous en proposer une définition très simple. On peut entendre par communication électronique toutes les communications dont le médium, c'est-à-dire l'outil de transmission, est électronique ou informatique. On va l'entendre vraiment très simplement comme cela. Lorsque vous envoyez un email ou un SMS, on rentre déjà dans la communication électronique. Pour ce qui est des équipements radiomobiles de 5e génération, il faudrait revenir au texte qui a été adopté aujourd'hui. En réalité, vous savez, nous vivons dans un espace qui est très large. Et pour pouvoir communiquer, il y a différentes méthodes de communication. Il y a les faisceaux hertziens qui peuvent servir à la communication, notamment à la diffusion radio ou télé. Il y a la communication satellitaire et il y a la communication par les ondes et la communication électronique. Mais comme les pays sont très divers et pour avoir une certaine harmonie dans les bandes de communication, il y a des conférences internationales qui se réunissent de temps en temps pour pouvoir cadrer à chaque fois et placer chaque pays dans des faisceaux précis. Et on le sait, même en matière de communication, l'on doit distinguer la communication civile de la communication militaire. Et sur la communication civile, il y a encore des petits démembrements. On parle de la communication aéronautique, parce que si les pilotes se parlent ou parlent à une tour de contrôle, il ne faudrait pas que d'autres personnes puissent intercepter la communication. La communication maritime, la communication mobile et fixe. Donc vous voyez bien qu'on est ici sur quelque chose de très global. Et cette conférence internationale permet de cadrer l'utilisation des différentes bandes et d'en créer, parce que les technologies évoluent. On en vient donc à la technologie mobile de 5e génération. Donc. Alors, quel est l'intérêt pour nous? On le sait, il y a une pertinence à avancer avec la technologie. Plus vous avez une capacité à transformer beaucoup d'informations en peu de temps, plus vous améliorez vos capacités de travail. La 5G a cet intérêt-là. On le sait, avec la 5G, on peut faire une opération à cœur ouvert avec des médecins qui sont situés à l'autre bout du monde. Une compagnie de téléphonie mobile de notre pays a démarré une expérimentation sur la 5G. Pour le moment, les retours ne sont pas encore complètement consolidés et je pense qu'il faut attendre ces retours-là pour voir les modalités de déploiement de la 5G. Le Conseil a également examiné un projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de la finance inclusive. Ma question est de savoir, après déjà quelques années que le FNFI existe, sur quelle base légale ce fonds fonctionnait et est-ce que c'est suite à certains dysfonctionnements observés après ces quelques années d'exercice qu'aujourd'hui le gouvernement a trouvé la nécessité de réorganiser le secteur? Alors, le FNFI, c'est depuis 2013. On a un décret qui a créé le FNFI et le FNFI fonctionnait sur la base de ce décret-là depuis 2013. Les résultats qui ont été obtenus grâce au FNFI sont plutôt éloquents. Dans une communication précédente, nous avions donné des chiffres assez précis qui nous positionnaient en deuxième position, justement, dans la sous-région en matière d'accès au financement inclusif. Donc, il existait une base. Mais vous le savez, les performances qui ont été obtenues par le FNFI imposaient justement à notre pays de chercher des points d'amélioration. Parce qu'il fallait ne pas s'arrêter à un plafond de verre, mais continuer à s'adapter au marché, à l'évolution des demandes et aussi aux exigences de la feuille de route qui a à son cœur l'inclusion financière. Donc cela a nécessité une relecture du décret de 2013 afin de redéfinir
le champ d'action du fonds, d'apporter des éléments nouveaux pour atteindre un peu plus de performance. Donc au fond, ici, c'est une véritable volonté d'aller plus loin dans l'atteinte des objectifs de la feuille de route qui a imposé une relecture du décret de 2013. Doit-on comprendre qu'à travers cette relecture, le FNFI va plus mailler le territoire national et y aura-t-il plus d'avantages pour les bénéficiaires? Le travail qui est proposé aujourd'hui par ce décret tient compte d'abord de la gouvernance. Une exigence plus forte en matière de gouvernance pour donner justement beaucoup plus de moyens au FNFI pour aller collecter des ressources à mettre à la disposition des bénéficiaires. Donc, je partage cette lecture-là. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une inclusion plus forte, donc des bénéficiaires plus importants, afin que l'autonomisation, qui est un des leviers sur lesquels le gouvernement travaille, puisse devenir réalité. Qui dit finance inclusive parle également du secteur informel. Depuis quelques jours, il y a une polémique sur la toile en ce qui concerne le licenciement d'une quarantaine d'agents de la DOSI. Et nous voulons en savoir un peu plus. Alors, sur la question, il me semble qu'un communiqué du ministre sectoriel a été publié, mais je peux apporter quelques éléments rapidement. Vous savez, la DOSI était une délégation, et suite à la mise en place du ministère chargé du secteur informel, la DOSI a été intégrée au ministère pour se transformer en direction. Donc, cette réorganisation du ministère a entraîné l'arrêt de certains contrats, ce qui justifie certainement que ces agents-là ne fassent plus partie du ministère chargé du secteur informel. Je suis Eric Johnson du journal L'Union. Le Conseil a écouté une communication sur la politique forestière du Togo. Alors, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a décidé de faire planter 1 milliard d'arbres en 10 ans au Togo pour l'extension du couvert forestier national. Cette politique nationale est-elle différente de cet objectif? Est-ce que cette politique nationale tient compte véritablement de l'appui ou de l'apport des populations? À quelle proportion? La communication a d'abord porté sur une information au Conseil des ministres de ce qu'il y a un travail sur la politique nationale forestière. Alors, cette politique, qui est un document de planification, s'appuie sur des travaux antérieurs. Vous le savez, depuis 2011, notre pays avait pris l'engagement de porter son couvert forestier à 30% de la surface de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 24%. Mais on le sait, les exigences en matière de protection de l'environnement, les exigences en termes de lutte contre le changement climatique font qu'il faut absolument accélérer le processus. Et dans l'accélération de ce processus, il nous faut nous appuyer sur un document de planification et de stratégie. Le document de politique va dans ce sens-là, donner des outils au gouvernement pour que le gouvernement puisse organiser son action afin de contribuer à l'amélioration de notre couvert forestier. Ce projet vient en complément ou intégrable à la politique nationale forestière qui est en train de se mettre en place. Tout simplement parce que, pour nous, aujourd'hui, le couvert national forestier est un élément important du développement de notre pays. Alors, pour ce qui est de la contribution des particuliers, des communes, il faut le savoir, c'est un élément que le gouvernement lui-même a suscité et accompagne. Les plans qui sont mis en terre sont mis à disposition pour certains d'entre eux par l'État. Donc, il est vrai que la contribution des individus n'est pas facile à quantifier, mais lorsque les revues sont menées, le ministère chargé de l'environnement et des ressources forestières arrive à déterminer la part de contribution des individus. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, l'année dernière, au moment
du lancement de la journée de l'arbre, on a insisté sur le fait que planter un arbre le 1er juin ne suffira pas. Il faut en planter toutes les fois qu'il est possible et surtout accompagner le développement de l'arbre planté. Au vu de la situation actuelle avec zéro contamination, qu'est-ce qu'on attend pour alléger quand même les mesures barrières aux populations? Et surtout que, vous savez, le commerce transfrontalier est très important pour nos populations. Alors, je ne vois pas pourquoi, avec ce niveau-là, on ne peut pas essayer quand même de suspendre clairement la fermeture des frontières pour les populations. Alors, vous savez, votre question suscite une réflexion particulière. C'est de dire tout simplement que ce n'est pas parce qu'il menace de pleuvoir qu'il faut vider sa jarre. Autrement dit, ce n'est pas parce que certains font d'une certaine façon que nous sommes obligés de faire de la même façon. Pourquoi je vous dis cela? Nos réalités sont différentes. C'est vrai, nous sommes dans une situation pandémique mondiale et des mesures ont été prises en coordination, voire en synergie avec d'autres États. Mais aujourd'hui, il faut le dire, il faut le saluer, nous sommes dans une phase où la pandémie semble baisser d'ardeur. C'est un constat. Mais peut-être qu'il nous faut nous donner le temps d'apprécier cette baisse d'intensité et de se réorganiser pour avancer. Concernant les mesures barrières ou les mesures restrictives, il y a déjà eu des allègements, on le sait aujourd'hui. Il est possible de faire du sport de masse, il est possible d'aller à la plage notamment. Donc, c'est progressivement que ces mesures doivent être prises. Pour ce qui est des frontières, les discussions sont en cours depuis quelque temps pour la réouverture. Les conditions de la réouverture sont seulement celles qui sont en train d'être discutées. Donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter là-dessus et ne pas aller trop vite pour être surpris parce qu'on l'a déjà vu, on était dans une situation de creux avant que la vague Omicron ne nous tombe dessus. Donc procédons de façon progressive et nous tirerons les conséquences au fur et à mesure. L'UEMOA avait décidé qu'en début d'année, que toutes les frontières seraient normalement ouvertes. Mais si on arrive à ce niveau zéro contamination, qu'est-ce qui bloque alors? Ce sont juste des discussions opérationnelles. La décision a été prise, et cela est normal que l'UEMOA prenne une décision comme celle-là, mais toute décision doit être opérationnalisée. Et c'est à ce stade-là qu'il faut réunir toutes les conditions pour pouvoir prendre la décision. Merci, monsieur le ministre. Merci. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et excellente suite de nos programmes. Au revoir.